On m'avait dit au départ, tu réussiras jamais. Tu connais personne, qui va vouloir travailler avec toi, etc., etc. Moi, j'ai écouté personne. J'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. J'ai dit, je vais y arriver, je le veux, je l'exige, que ma volonté tienne lieu de raison, et ça m'a réussi. Mais vous êtes tombé à Westmount, donc on parle justement de maison de luxe. Vous avez toujours été dans de la maison de luxe. Oui, j'ai toujours aimé le luxe. Je pense que je suis... c'est naturel, c'est inné chez moi. Le luxe, certains disent que c'est parce que ça coûte très cher. Chanel disait, pour elle, le luxe, c'est faut pas que ça tombe dans le vulgaire. Comment vous faites pour garder la passion et surtout la patience durant toutes ces années? C'est quand même un métier très agréable. On va visiter des belles propriétés, on est avec des clients super sympas. En fait, je trouve pas que ce soit un travail fatigant. Un client qui est exigeant, moi je peux comprendre. Il nous confie son plus grand capital, si je peux dire, pour la plupart des gens. Et puis nous confier leur maison, leur propriété, c'est quand même un acte de confiance et on ne peut pas les trahir. Non. Il faut absolument les assister. Nous, on leur tient la main du début jusqu'à la fin. Dans toutes les années, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vous ajuster dans les changements de la profession? Merci à nos commanditaires. Martin Ross, As Valais, Restaurant Zibo. Bonne écoute. Marie-Yvonne Payne, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous recevoir dans le ring immobilier. Pour moi, vous êtes une grande pilière ambassadrice de l'immobilier. Déjà, si je ne me trompe pas, 34-35 ans dans le métier. Effectivement, les années filent à une allure incroyable. Comment vous faites pour garder la passion et surtout la patience durant toutes ces années? Bien, écoutez, je pense que grâce aux clients, la passion, effectivement, c'est les fondations qui me permettent de continuer à avancer. Et effectivement, je suis bien entourée aussi. Donc ça, c'est super important. Et puis, comme je dis, c'est quand même un métier très agréable. Oui. On va visiter des belles propriétés, on est avec des clients super sympas. En fait, je trouve pas que ce soit un travail fatigant. Oui. Mais en fait, vous parlez de très belles propriétés. Quand on pense maison de luxe, immobilier à Montréal, on pense à Marie-Yvonne Payne, bien sûr. Vous avez un parcours quand même utopique. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu du départ de votre entrée dans l'immobilier. Oui, écoutez, j'ai quitté Paris dans les années 80, fin 80, 87 je pense. Et j'étais déjà venue au Canada, visiter le Canada, et j'avais trouvé que c'était un pays super sympa. Les Canadiens sont super sympas, cool, simples. Enfin, rien n'est compliqué au Canada, je trouve, par rapport, bien sûr, à la France. Non pas que je critique la France. Et avec mon premier mari, on a décidé de venir s'installer au Québec. Et lui, il était en business, donc moi, je ne travaillais pas. Et je voulais faire quelque chose, parce que je m'ennuyais un petit peu. J'avais deux petits garçons, mais je voulais faire quelque chose. Et l'immobilier, je l'avais commencé en France, parce que ma belle famille a une agence immobilière à Deauville, en Normandie, une très belle agence, et il faisait le luxe aussi. Et donc, il y avait déjà... J'avais déjà, oui. Okay. Alors, le week-end, j'allais donner un petit coup de main. J'allais faire visiter des propriétés. À Deauville, c'est super sympa parce que c'est relax, c'est des vacances. On vend des superbes villas. Notamment, on avait vendu la villa de Vuitton, la famille Vuitton. Et c'est comme ça que m'est venu le goût de l'immobilier, entre parenthèses, de luxe. Alors, à Montréal, j'ai dit, je vais me lancer dans l'immobilier. Pourquoi pas? Vous partiez déjà dans votre tête à un défi qui était... C'est ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette idée.
Et par contre, je suis retournée à l'université parce qu'évidemment, mon anglais de Paris n'était pas aussi, c'était pas assez, disons, j'étais pas assez fluide. J'avais étudié 2 ans en Angleterre, mais comme je le pratiquais pas à Paris, Mhm. il était rouillé. Bon, Oui, parce que vous avez fait, si je ne me trompe pas, un bac en oui. commerce. Et puis Oui. après, je suis allée 2 ans en Angleterre. J'ai passé un examen de Cambridge. Mais vous savez, une langue, comme toute langue étrangère, si on ne la pratique pas, on la perd pratiquement. Alors ici, je suis retournée à Concordia, j'ai fait Approach to Psychology en anglais, et pendant 2 ans. Et je me suis remis dans l'anglais, parce que quand même, je voulais travailler dans les secteurs. Puis quand même, tu sais, d'apprendre l'anglais, mais d'apprendre l'anglais à l'université dans le domaine de la psychologie, Oui, vous aviez du mais il mérite. faut beaucoup de psychologie dans la vente. Absolument, absolument. C'est sûr que ça vous sert. C'est Ouais, primordial. ouais. Et donc, oui, voilà, donc de fil en aiguille, j'ai passé mon examen et je ne l'ai pas dit à mon mari, enfin, parce que, bon, je me suis dit, je ne vais pas lui dire, comme il n'était jamais là. Donc, j'ai passé mon examen à son insu et j'ai commencé tranquillement, comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Et de fil en aiguille, bon, après, on s'est séparés, etc. Je me suis retrouvée avec mes 2 enfants. Et je me suis pris en main, parce que financièrement, il fallait. Ouais. Donc, je me suis battue. Et je pense que quand on a faim, quand on a très faim, on a une idée, c'est de réussir. Mhm. On n'a pas le choix, c'est la survie. Donc, en fait, j'aimais l'immobilier, mais il fallait que je survive. Et j'avais deux petits garçons. Donc, je me suis lancée et je pense que les gens m'ont bien accueilli, mais vraiment, j'ai eu un accueil extraordinaire. J'ai commencé à Westmount et les anglophones étaient super sympas. Peut-être parce que j'étais parisienne, je ne sais pas. Ils aimaient mon accent, soi-disant. Moi, je le trouve affreux, mais bon, ça c'est... Pour vrai, vous trouvez votre accent affreux. Quand je parle l'anglais, oui. OK. Mes fils se moquent de moi. OK. Parce que j'ai un accent à couper au couteau, comme on dit en France. Et donc, non, j'ai eu un très bon accueil. Et très rapidement, au bout de 6 mois, j'avais quelques pancartes déjà à Westmount. Et de fil en aiguille, ça a démarré comme ça. Vous vous souvenez de votre première transaction? Oui, ma première transaction, elle était à Notre-Dame-de-Grâce sur la rue Hingston. C'était mon ancien voisin qui m'a donné ma première chance. Il m'a dit, j'ai mon duplex à vendre sur Hingston, je te fais confiance, je sais que tu vas réussir, ça c'est beau. Et je l'ai vendu en 1 semaine. Wow. Je l'ai vendu à un couple anglophone, et à l'époque c'était 1 page l'offre. Aujourd'hui on parle de 13 ou 15 pages. On est ailleurs complètement. C'est ça. Donc, vous avez eu un client qui vous a fait confiance. Oui. Est-ce que vous êtes une personne qui fait confiance aux gens qui vous entourent ou... Vous voulez dire mon entourage direct ou en principe, j'ai toujours une petite garde. Je veux dire, mais quand je donne ma confiance, je la donne à 200%. Ouais. Mais il me faut du temps. Ah ouais. Il me faut du temps Faut parce vous que gagner. j'ai été trahie comme tout le monde dans la vie. À un moment donné, on est toujours trahi. Donc, j'ai toujours été un petit peu sur mes gardes. Mais néanmoins, c'est ça, c'est ce que je dis. Une fois que je donne la confiance, c'est fini. Je ne reviens pas dessus. Est-ce que vous avez été trahi professionnellement? Ah oui. Ça fait partie du métier. Hein. On est constamment trahi, malheureusement. Donc, c'est bien parce que ça nous arme pour le futur. Et en fait, on arrive à se faire une carapace. Donc, les premières fois, c'est sûr qu'on est très sensible. Ça m'est arrivé de pleurer. Mhm. Puis après, notre carapace est de plus en plus dure. Et puis, ma foi, ça passe. Oui, puis je pense que, comme vous l'avez dit dans le métier, être en affaires,
c'est pas toujours rose, mais il y a des beaux côtés dans l'immobilier. Ah oui, Puis, dans votre bio, je lisais, il y a, je ne sais pas si c'est le même première personne qui vous a fait confiance, mais il y avait une psychologue qui vous avait donné sa maison à vendre. Puis, de fil en aiguille, vous avez eu beaucoup de références et des pancartes oui, à oui, Westmount. c'est vrai. C'était ma première transaction à Westmount. Et c'est une vente privée, donc je l'ai approchée. Et puis je lui ai dit, écoutez, je vais être très honnête avec vous, je viens d'avoir mon permis, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je vais vous consacrer tout le temps du monde, nuit et jour, pour vendre votre maison. Puis je l'ai fait rire. Elle a tellement ri. Elle m'a dit, je vais appeler David, son mari. Et donc j'ai rencontré les deux. Et je crois qu'ils ont été séduits et ils m'ont donné leur maison. Je l'ai vendue. Bravo, Ouais. bravo. On va voir, et moi je comprends pour avoir lu votre bio que vous êtes une battante. Faut pas être sur votre chemin si, si on n'est pas d'accord avec vous professionnellement, Oui. mais bon, vous êtes, est-ce que c'est un hasard que vous avez parti, on va dire, votre ferme immobilière à Westmount? Parce que si vous aviez été dans une autre ville, vous auriez probablement développé une autre ville, mais vous êtes tombé à Westmount, donc on parle justement de maisons de luxe. Vous avez toujours été dans de la maison de luxe. Oui, j'ai toujours aimé le luxe. Je pense que je suis... c'est naturel, c'est inné chez moi. Le luxe, il y a différentes définitions du luxe. Le luxe, certains disent que c'est parce que ça coûte très cher. Chanel disait, pour elle, le luxe, il ne faut pas que ça tombe dans le vulgaire. Et c'est ça. Moi, j'ai la définition de Chanel, de Coco Chanel. Le luxe, ça doit être quelque chose de simple, élégant. Bon, effectivement, les prix, certains articles vont coûter plus cher que d'autres, mais j'ai toujours aimé le luxe et puis je trouve que c'est tellement agréable d'évoluer dans le luxe, quand on peut, bien sûr. Euh, et c'est ce qui m'a amené à rester à Westmount. J'avais acheté une maison et j'ai habité Westmount, évidemment. J'ai acheté une maison à Westmount. Et j'aimais beaucoup Westmount. Pourquoi? Parce que ça me rappelait l'Angleterre. J'ai été séduite par l'Angleterre, le charme anglais, bien sûr. Et je trouvais que ça ressemblait à où j'habitais en Angleterre. J'habitais à Hampstead, en Angleterre, la banlieue proche de Londres. Et j'ai trouvé ça très joli. Et les petites collines, les petites maisons victoriennes, je trouvais que c'était tout à fait charmant. Effectivement, c'est un beau, C'est ça. c'est un beau Donc, point de pays. déjà, quand on est attiré à la base, on peut vendre plus facilement. On peut vendre plus facilement quand on aime. Le marché évolue, le marché grandit. On regarde les prix des maisons. Dans vos 34 ans, 35 ans de métier, quelle est la maison la plus dispendieuse que vous avez vendue? 13 millions et demi. À Westmount? Oui. À Westmount, oui. En quelle année? 6-7 ans. Aujourd'hui, cette maison-là vaut combien? Elle s'est revendue à 18,5. Incroyable. Puis c'était une vente faite à des acheteurs à l'international? C'était des locaux. OK. Oui, oui, c'était des locaux. En général, ce sont des locaux qui achètent dans cette Oui. gamme de prix. Oui. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Oui. C'est qu'il y a l'effet domino Oui. qui vient avec ça. Non, non, il ne faut pas croire. Montréal a quand même beaucoup de gens riches à Montréal. Ça ne se voit pas, malheureusement. Ce n'est pas comme Londres, Paris, où la richesse se voit. Montréal, ça se voit beaucoup moins. Les gens sont plus discrets, probablement. Mais il y a quand même une très grosse clientèle riche à Montréal. On serait très surpris. Nous, dans l'immobilier, on le voit. Mais le commun des mortels, bon, effectivement, ils ne s'en aperçoivent pas. Oui. Mais moi, je peux le Mais dire. c'est vrai qu'à Montréal, la majorité des gens sont discrets. Oui, c'est ça. Oui. Ils ne sont pas ostentatoires. Bon, il y a une catégorie qui est ostentatoire, mais dans l'ensemble, les gens ne sont pas prétentieux ni ostentatoires. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une grande discrétion.
Mais je peux dire qu'effectivement, Montréal, Mhm. il y a de très grosses propriétés qui se vendent. Donc, vous êtes arrivé à Montréal, vous connaissiez personne, vous connaissiez pas la ville, vous avez fait votre place, vous avez votre réussite qui est remarquable. Demain matin, vous perdez tout, vous recommencez à zéro. Qu'est-ce que vous faites? Oh, ben là, je me suis jamais posé cette question. Je pense pas que ça m'arrivera. Je rentrerai à Paris. Ah, c'est bon. J'ai toute ma famille. Ouais. Ah, c'est bon, mais je pense que Ça m'arrivera pas. Puis ça, vous avez à plusieurs reprises une idéologie qui va toujours en avant, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous dites quand on regarde en arrière, c'est là qu'on C'est ça. frappe le mur. C'est ça. Ouais. Oui. Vous avez une équipe. Oui, j'ai une petite équipe, pas une armée. Je suis contre les armées, bon, enfin en ce qui me concerne. Donc on a une petite équipe de 6, 4 courtiers, incluant moi-même, et puis 2 autres personnes. Puis, ça fait longtemps que vous avez une équipe, Marie-Yvonne? Dès le début, dès que j'ai commencé l'immobilier, j'ai pris une assistante parce que, bon, je trouvais que j'étais plus efficace à l'extérieur avec les clients que derrière un bureau. Donc j'ai pris tout de suite une assistante. Après, j'ai une deuxième, troisième. Mhm. J'ai toujours été assistée. Puis le roulement dans votre équipe? Moi, j'aime la stabilité. Dans la preuve, ça fait 30 et quelques années que je suis chez Royal Lepage. Et la stabilité, pour moi, c'est un facteur essentiel. Que ce soit professionnel, en amitié, en business, c'est super important. Samuel, ça fait 12 ans, mon associé. Oui, qu'on salue, qui est Oui, avec vous aujourd'hui. qu'il est avec nous. 12 ans qu'il est avec moi. Mais mes autres associés, en général, c'est 3 à 5 ans. Donc le temps qu'ils apprennent, qu'on les forme bien. Et puis une fois qu'ils sont bien formés, bah, après, je comprends, ils veulent voler de leurs propres ailes. Mhm. Vous êtes à l'aise avec ça? Oui, bah, disons que oui, bien sûr, c'est la vie. Hein. Mhm. La vie, c'est un éternel recommencement. Vous dites que votre équipe, vous n'aimez pas le roulement. On peut penser que vous avez une culture d'entreprise à la hauteur. Pardon? Vous avez une culture d'entreprise à la hauteur. C'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, absolument. Absolument, oui. Oui, on a une bonne gestion, on a un très bon système, bien organisé. Bon, ce qui est important, évidemment, c'est d'être très discipliné, organisé, parce que c'est la base. Hein. Alors, je ne vous ai pas posé la question, mais on se doute bien de la réponse. Vous êtes une personne disciplinée. Oui. Oui. Mon Ouais. père était dans l'armée, donc imaginez, il a dû me transmettre cette discipline. Oui, je vois Samuel rire en arrière. Oui. Est-ce que vous êtes exigeante avec les gens qui travaillent autour de vous? Assez, oui. Parce que Oui. vous l'êtes avec vous-même. Ah, je suis très exigeante avec moi-même. Je suis jamais satisfaite, malheureusement. Oui. Oui. Puis un client qui est très exigeant, vous vivez bien avec ça? Oui, oui, parce qu'en fait, un client qui est exigeant, ben, moi, je peux comprendre. Il nous confie ce qu'il a de plus gros. Enfin, il nous confie son plus grand capital, si je peux dire, pour la plupart des gens. Et puis, nous confier leur maison, leur propriété, c'est quand même un acte de confiance. Et on ne peut pas les trahir. Non. Il faut absolument les assister. Nous, on leur tient la main du début jusqu'à la fin. Donc, moi, je trouve ça super important parce que moi-même, si je devais donner ma propriété à un courtier, je m'attendrais à avoir le même service, vous voyez. Donc, Bon, alors, je vous pose la question. Demain matin, vous vendez votre propriété, vous n'êtes pas dans l'immobilier. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous recherchez d'un courtier immobilier pour vous représenter? je pense que je donnerai à Samuel parce que je lui fais entièrement confiance. D'ailleurs, c'est lui qui a vendu ma maison à Westmount. Moi, je lui ai donné les clés et j'ai dit, je veux rien entendre. Tu fais ce que tu veux, je te fais confiance, et puis voilà. Je pense qu'il faut, je pense que ce qui est important, c'est à la base établir un climat de confiance avec le client.
Si le client nous fait confiance et que nous, on aime ce client, parce qu'il y a une réciprocité quand même, hein, parce qu'on va travailler ensemble pendant 6 mois, 3 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans parfois. Donc il faut quand même, il faut que cette confiance soit toujours présente. Donc c'est à nous de l'entretenir, cette confiance. Et parfois, c'est pas facile parce que, bon, effectivement, si la propriété ne se vend pas aussi rapidement que le client le voudrait, les clients, bon, ils discutent à droite, à gauche, et puis ils ont plusieurs sons de cloche à droite, à gauche, et puis bon, effectivement, c'est pas facile, pas facile. C'est pour un nouveau courtier, qu'est-ce que vous donneriez comme premier conseil? Premier conseil, je dirais, établis tes objectifs, n'écoute personne, suis ton chemin, avec la discipline et la constance, tu vas y arriver. Mais surtout, tu suis ton chemin. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous permettez que je vous challenge un petit peu? Ça dépend sur quoi. En fait, je serais porté à vous dire, quand vous dites, peut-être qu'on pense la même affaire, mais quand vous dites « n'écoute pas personne », qu'est-ce que vous voulez dire? Mais, c'est-à-dire, non, oui, effectivement, je devrais développer. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention aux avis, aux conseils de l'entourage. Parce que malheureusement, ils sont souvent biaisés. Les amis, la famille, et il faut en prendre et en laisser. Moi, je prends mon exemple. On m'avait dit au départ, tu réussiras jamais. Tu connais personne, qui va vouloir travailler avec toi, etc., etc. Moi, j'ai écouté personne. J'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. J'ai dit, je vais y arriver. Je le veux, je l'exige, que ma volonté tienne lieu de raison. C'était ma devise. Et j'ai toujours eu cette devise. Et ça m'a réussi. Donc, je pense qu'il faut suivre ses objectifs. Exact. Les suceurs d'énergie, non, on met ça de côté. Il faut se débarrasser des gens toxiques. Ouais. Voilà. Avez-vous ou aviez-vous eu un mentor dans l'immobilier? Non. Non? Non. Quand j'ai commencé, j'ai été jetée dans la jungle de l'immobilier. J'avais personne. Je connaissais personne. J'avais pas d'amis, pas de famille. J'ai regardé un peu comment fonctionnaient les autres. Je me suis dit, je ne vais pas le dire, mais c'est ce que je dis au bureau, mais je ne le dirai pas devant le micro. Si les autres y arrivent, moi, je devrais y arriver. Pourquoi je n'y arriverai pas? C'est bien. Je pense que c'est... c'est ça. Oui. Puis c'est pas si compliqué, l'immobilier. C'est pas... Non, effectivement. C'est pas la médecine, ni faire la chirurgie, ni ça. Ça, c'est un métier compliqué. Ouais. Dans toutes les années, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vous ajuster dans les changements de la profession? Les changements de la profession, effectivement, je pense que on s'adapte naturellement. Parce que effectivement, quand j'ai commencé, j'avais un gros téléphone. Vous savez, c'était une brique. Il me fallait les 2 mains pour tenir la brique. Ouais. Je vous imagine avec le gros téléphone, Marie. Alors, je prenais mon téléphone comme ça. Et ensuite, après le téléphone, on a eu les premiers flips, là. Voilà. Il y avait la pagette aussi. Oui, c'est ça. Et puis, on avait les fax. Oui. Après les fax, on a eu les courriels. Puis maintenant, c'est les signatures électroniques. C'est fantastique. Non, je suis la technologie. Mais les documents électroniques, je ne les fais pas parce que j'ai toujours été assistée. OK. Alors, je suis la technologie, mais je ne la pratique pas. Quand on est exigeant envers nous-mêmes, puis qu'on a, au fil des années, des outils qui nous rendent encore plus performants, est-ce que vous trouvez qu'à un moment donné, ça devient essoufflant parce que, sachant qu'on a tous les outils en conséquence, les gens alentour, la clientèle nous en demandent de plus en plus. Aujourd'hui, le client va avoir beaucoup plus de demandes envers nous autres. Oui, il est plus exigeant. Il peut y en avoir il y a 15 ans.
Oui, effectivement, parce que comme la technologie nous permet d'avancer plus rapidement, le client est encore plus exigeant. Ils veulent tout de suite, parce que la communication, elle est pratiquement immédiate. Aujourd'hui, si on reçoit un texto à 10 heures du soir et qu'on ne répond pas, le client, il ne comprend pas. Le client est exigeant. Ouais. C'est une catégorie quand même. Je ne mets pas tout le monde dans la même catégorie quand même. Mais à 6h30 du matin, on va répondre à un texto ou on va répondre à un email ou à un téléphone éventuellement. Donc cette communication, elle est omniprésente et on n'a pas le choix. On est obligé de suivre. Est-ce que vous avez une ligne entre la profession et votre vie personnelle que vous transmettez à vos clients? En général, j'ai une barrière, oui, entre le professionnel et le privé. Parce que bon, ça m'arrive des fois de sympathiser vraiment avec, puis d'être invité à dîner, etc. Mais en général, je garde toujours cette barrière. Je pense que c'est important. Est-ce que ça vous est arrivé de refuser de prendre un mandat? Pour quelle raison? Parce que je n'aime pas le client? Ou parce qu'il est agressif? Pour plusieurs raisons, parce que le Oui. client a peut-être pas les mêmes valeurs ou pas les mêmes principes ou une question de respect. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que tout vient de son attitude. C'est-à-dire, si vous avez une bonne attitude envers le client, vous êtes respectueuse, etc., le client, ça va être une réciprocité. Je pense que tout vient de nous en tant que courtier. Si on projette une image qui appelle le respect, le client ne va pas passer outre. Mhm. Vous comprenez? Oui. Mais si vous avez une attitude où vous êtes, bon, etc., bon, bah, à ce moment-là, vous attirez ce que vous êtes. Mhm. Je suis Moi, d'accord. j'attire ce que je suis parce que je pense que je pense que le respect, pour moi, c'est super important, Absolument. surtout en tant que femme. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui prend sinon toute la place. Puis plus les années vont défiler, c'est pratiquement, on a le vertige, puis on se dit où est-ce qu'on s'en va avec ça. Est-ce que vous l'avez intégré dans votre façon de faire? Euh, Pas trop, pas trop. Je dirais un petit peu pour les traductions. Par exemple, quand on parle avec quelqu'un qui, par exemple un russe, j'ai regardé sur Google les traductions, ben c'est formidable. Mhm. Les traductions sont vraiment incroyables. Oui. Incroyables. Oui. Puis la personne qui ne va pas s'adapter à l'intelligence artificielle, vous pensez pas que cette personne-là peut arriver 2, 3e? Pour l'instant, moi je dirais que dans le monde de l'immobilier, on n'a pas trop affaire à l'intelligence artificielle. Peut-être, je sais qu'ils commencent dans les home staging, le virtual, le virtuel. Ça, je crois qu'on commence à l'utiliser. Moi, je ne l'utilise pas, parce que pour les propriétés que je vends, je trouve que ce ne serait pas à la hauteur des attentes des clients. Mais nous, on ne l'utilise pas trop pour l'instant. Dans l'ADN que vous avez, on comprend bien que vous êtes une battante, vous êtes exigeante, vous avez de la misère à accepter la défaite aussi, j'imagine. Ah ben, comme tout le monde, hein, c'est sûr. J'ai un ego, un petit ego. Mais effectivement, je suis une battante et j'aime gagner. Est-ce que dans vos objectifs personnels, vous êtes discipliné pour les faire chaque année et vous y arrivez? Oui, j'ai toujours des objectifs et je continue à les atteindre. Oui, absolument. C'est quoi votre objectif cette année? Ah, Est-ce que vous voulez nous le partager? oui, 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 oui. Ben, en fait, j'aimerais bien reconquérir ma place de première au Québec. Parce que j'ai été... maintenant, je suis 2e ou 3e. Parce que, justement, je suis devancée par des équipes qui ont des armées. J'appelle ça des armées. 25 courtiers, bon, effectivement, c'est la loi du nombre. Moi, je ne peux pas suivre. Nous, on est 6.
Nous, on fait des grosses transactions. Donc, nous, ce n'est pas 300, 400, 500 transactions annuelles. Comme je vous dis, avec une armée, vous pouvez faire beaucoup de transactions. Et moi, je n'ai pas du tout cette philosophie. Je donne un service à mes clients. Donc, j'aimerais reconquérir ma place de première. Puis vous êtes à combien de transactions par année? J'en fais pas énormément. Je ne sais pas combien on en fait. Centaines. Quand même. Mais c'est pas beaucoup par rapport à ces armées qui Oui, font mais 500, 600. Je comprends bien, mais une centaine avec des maisons de 13 millions. Oh non, mais attendez, 13 millions, c'est... Je sais, oui. là, je vais à l'extrême, là, Oui, mais quand même. la moyenne, La moyenne, c'est quoi la dans vos moyenne, je transactions? dirais, c'est 1,5 à 2 millions. La moyenne, si on prend le général. On vend des 5, on vend des 4, on vend des 6, on vend des 7, des 8. 10 millions, bon, on en a une fois de temps en temps. OK. Ouais. Mais on parle d'une centaine de millions par année. Ah oui, quand même, oui, plus que ça, oui. Trouvez-vous plus dur d'être 2/3e ou d'être première? C'est vrai que j'aime bien être première, mais c'est dur d'y rester. Parce qu'on a la jeune génération qui est derrière nous et qui nous talonne et qui, effectivement, comme je dis, ils ont la nouvelle formule d'embaucher beaucoup de courtiers. Donc, comme je dis, c'est la loi du nombre. Donc, si vous avez 25 courtiers qui travaillent pour vous et que chaque courtier vous rapporte une vente par mois, bah, regardez, à la fin de l'année, vous avez un nombre incroyable de transactions. Absolument. Mais comment peut-on donner un service personnalisé? C'est ça que je me dis, les clients. Alors que nous, on passe beaucoup de temps avec les clients. Est-ce que vous trouvez à ce moment-là, je vais me permettre de vous poser la question, que la nouvelle génération accentue leurs efforts un peu plus sur le volume et un peu moins sur le service? Ça, je ne sais pas. Je voudrais pas. Je suis pas là pour porter un jugement. Mais effectivement, si on a un X volume de transactions, je me demande, je me pose la question, je ne juge pas, je me pose la question, comment peut-on donner un service personnalisé, le même service qu'une équipe de 6 personnes comme nous, qui passons nos journées et nos nuits à bichonner nos clients. Oui. Oh, oui. Donc, c'est pas... Puis le client, pour vous, après tant d'années, et vous me dites que c'est une petite équipe, mais c'est quand même une équipe, comment vous faites pour rester à donner un service à un client aussi fort que quand vous avez commencé? Ben, je pense que c'est la pratique. C'est devenu une habitude. C'est une seconde nature. D'un autre côté, je vais vous poser la question par rapport à tout ça. On comprend encore que l'exigence du service est importante. De quelle transaction vous êtes la plus fière dans toutes vos années? Puis je ne vous parle pas de chiffres, là. Non. Et pourquoi? Moi, je dirais que c'est ma première transaction à Westmount. Parce que je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas le marché, je ne connaissais pas les gens. Je parlais l'anglais, mais bon, difficilement. Aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue. Moi, je crois que c'est ma première transaction. Parce que j'ai fait face vraiment à une clientèle que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, c'est quand même un pays... Le Canada, c'était nouveau pour moi. Parce que, bon, chaque pays a ses codes et ses références. Et il faut apprendre les codes du pays dans lequel on immigre. Alors, ce n'est pas les mêmes codes qu'en France, n'est-ce pas? Et si je vais aux États-Unis, ce sera d'autres codes. Si je vais en Inde, ce sera d'autres codes. En Angleterre, c'était d'autres codes. Donc, si vous voulez, j'ai dû m'adapter, et puis très rapidement d'ailleurs. Mais c'est ma première transaction. Elle a été très difficile. Elle a été très difficile. En ce sens que le marché était très difficile à cette époque-là. Oui, effectivement. Oui, c'était... les taux d'intérêt étaient incroyables. Très élevés, 12 ou 15%, si je me souviens bien. Et on avait 250 maisons à vendre à Westmount. Il y avait des pancartes partout. Toute la ville était à vendre. C'était incroyable. Et la maison était sur le marché depuis 2 ans. Ils avaient essayé beaucoup de courtiers.
Et moi, je suis arrivée là, j'ai dit, oh là là, quel défi, j'ai Mhm. intérêt à la vendre, sinon ils vont me... Ouais. Donc, je faisais des visites libres tous les dimanches, et puis je l'ai vendue en 3 semaines. Est-ce que ça vous a déjà passé par la tête de faire de l'immobilier à l'international? Moi, je pense qu'on ne peut pas être bon partout. Enfin, ceux qui sont... Je ne suis pas versatile. Mhm. Je pense que j'ai les pieds bien ancrés, je suis stable, je suis bien à Montréal. Effectivement, si j'avais su que j'aurais aussi bien réussi à Montréal, peut-être que j'aurais fait l'immobilier en Californie. Je ne sais pas pourquoi, j'aime la Californie. Ça m'a toujours attirée, je suis allée plusieurs fois. Et je trouve ça super sympa. Les Américains sont cool aussi. Ouais. Sont plus cool encore que les Canadiens, je trouve. Ouais. Ben, en fait, je vous pose la question parce que, tu sais, avec 3 patries comme le Vietnam, la France et Oui, le et Canada, le Canada. vous me disiez que vos enfants, ils voyagent beaucoup. Oui, Donc, l'ADN international que vous avez, la compétence que vous avez, ça aurait pu être bon pour vous à l'international, mais si oui. c'est pas... Mais comment peut-on faire de l'immobilier à l'international? ouais. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Je ne peux pas être partout à la fois. Non, Si non, par mais ex- des fois, Oui, je vous pose la question parce que si vous aviez à dire, ben, je suis rendu à une étape de ma vie, je veux aller en Californie, c'est pas de oui, faire Outremont et Californie, c'est de vous en aller encore une fois oui, en Californie et de bâtir ce que vous avez bâti ici. Mais oui. c'est Ça parce dé- qu'on voit beaucoup. Puis aujourd'hui, le courtage, puis je sais que ça ne reflète pas votre principe de votre plan d'affaires, mais je rencontre beaucoup de courtiers dans le ring immobilier, puis j'ai des courtiers qui performent super bien, mais ils peuvent vendre des maisons autant à Mont-Tremblant qu'ils peuvent en vendre à Sherbrooke, qu'ils peuvent en vendre à Montréal. Très bien. Par les véhicules qu'on a aujourd'hui, Mhm. on se comprend bien. Oui, Le service personnalisé n'est pas le même que vous. Mais aujourd'hui, oui. on peut faire de l'immobilier partout comme courtier Ah immobilier. oui, effectivement, au Québec, nous aussi. On vend en Mhm. Magog, en Estrie, on vend à Tremblant, en Laurentide, on vend beaucoup de Bordelot. Mhm. Hudson, c'est une ville. Oui, on vend partout. Mais vous me parliez de l'international. Ouais, Pour moi, ouais, l'international, c'est à c'est autre l'extérieur du chose. Canada. Mhm. C'est autre chose. Donc, ça, je, je Non. pense que je ne le ferai pas à l'international. Euh, les réseaux sociaux, c'est quoi votre relation avec les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, je suis présente, mais j'avoue que c'est pas mon dada. C'est pas mon. Ouais. Je me lève pas puis je dis il faut que je fasse ça comme. C'est pas pour moi, c'est pas automatique. Ouais. Je Ben, le c'est une fais, question de génération. c'est Parce que ça. Je le fais, mais parce ouais. que bon, il faut être présent sur les réseaux. Mais effectivement, c'est pas trop ma génération. Est-ce que vous investissez dans votre plan d'affaires au niveau investissement? Est-ce que c'est un véhicule où vous donnez quand même une portion d'investissement? C'est quoi Oui, votre oui, vision par effectivement, rapport à ça ça? fait partie de mes dépenses. Effectivement, j'ai une compagnie qui s'occupe de gérer ça. Oui. Ah on n'a pas le choix aujourd'hui. Puis où vous visez dans votre plan d'affaires en publicité? Qu'est-ce que je vise? Oui. Mais moi, enfin, je sais pas, mais vendre le luxe, je crois que... Parce qu'en fait, les réseaux sociaux s'adressent à la masse. Oui. Donc, vendre des maisons à 10, 12, 22 millions, là, on vient de lister un penthouse à 22 millions, les gens sont curieux, ils vont regarder. Mais en fait, est-ce que c'est cette clientèle-là qui va m'appeler et qui va aller venir visiter? D'abord, il faudrait qu'ils soient financièrement qualifiés. Je ne sais pas. Moi, les réseaux sociaux, bon, ça a du bon, mais je trouve que ça a du mauvais aussi. Il faut savoir doser. Il y a un équilibre à y avoir. C'est ça. Dans les maisons de luxe que vous avez visitées, que vous voyez, qu'est-ce qui impressionne aujourd'hui Marie-Yvonne
dans une maison? Ah, mais je suis toujours étonnée par comment dirais-je, par les tendances. J'aime les nouvelles tendances. Et comme on sait, les tendances, c'est tous les 10 ans. Ça va très vite, hein. Une cuisine que vous avez rénovée il y a 10 ans, ça, je peux vous le dire. Ah, je vais vous dire, ah bah tiens, ça a été rénové il y a 10 ans. Et c'est terrible. Ce qui est bien, parce que ça fait marcher toutes les industries. Mais les clients qui ont investi beaucoup d'argent, quand ils ont rénové leur cuisine, leur salle de bain, 10 ans plus tard, on leur dit malheureusement, c'est pas au goût du jour. C'est vrai que c'est dur. C'est dur. Parce que les tendances vont trop vite aujourd'hui. Est-ce qu'on s'habitue à pouvoir dire à des clients que leur maison n'est plus tendance ou il y a des modifications majeures à faire pour se mettre au goût du jour? Bah, disons qu'on le dit subtilement. Mhm. Il faut le faire avec intelligence, c'est sûr. On ne peut pas dire comme ça de but en blé aux clients. Oh, Non, on leur montre d'autres propriétés qui sont plus au goût du jour. On leur montre, on leur dit voilà ce qui se vend aujourd'hui, ce qui se vend rapidement aujourd'hui. Effectivement, les tendances, ça joue un rôle. On voit quoi présentement chez les tendances? Qu'est-ce qui Les prédomine? tendances aujourd'hui, c'est les aires ouvertes. Les aires ouvertes. Je dirais qu'on privilégie les couleurs pastel, telles que le blanc, le off-white, le gris pâle, cuisine blanche, salle de bain en marbre blanc, parquet chevron. Ça, c'est les tendances aujourd'hui. C'est beau. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Est-ce que, parce qu'il y a une fluctuation des taux d'intérêt dans les dernières années, est-ce que dans le marché de luxe, on voit instantanément une différence ou ça ne l'affecte pas du tout? Oui, effectivement, ça affecte une catégorie quand même de clients. En fait, ça affecte quand même la majorité des clients. Parce que passer de 2% à 5, 6, 7%, c'est quand même énorme. Donc, effectivement, ça ralentit les décisions, ça ralentit les ventes. Et effectivement, moi je dirais depuis l'année dernière, les ventes ont reculé de 20 à 30%, dû justement au taux de... Mais les gens qui ont des maisons de 10-15 millions, peut-on penser que ces gens-là n'ont pas d'hypothèque? Non. Non. Non, effectivement, les grosses propriétés, 4, 5, 6 millions, les gens achètent contents. Ouais. Mais par contre, en 2021, lorsque les taux étaient bas, justement, ces gens-là utilisaient les hypothèques parce qu'ils gardaient leur cash à d'autres fins. Investir, voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, ils ne le font pas. Effectivement. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui investit dans l'immobilier? Je suis propriétaire de mon appartement, c'est tout. J'ai pas le temps. OK. Non, j'ai pas le temps. Puis j'aurais pas la patience. Puis c'est pas quelque chose qui vous a déjà, non. Non. On va vous avoir encore pour plusieurs années dans l'immobilier, Marie-Yvonne? Je l'espère. Oui. Si Dieu le veut. Quels sont vos objectifs pour les prochaines années ou le désir pour les prochaines années? J'aime transmettre mon savoir. Le peu de savoir que j'ai, j'aime le transmettre. Donc, je vais continuer à transmettre et puis à continuer ce que j'ai fait toutes ces années. Parce qu'en fait, je m'amuse. Ouais. Et dans la vie, quand on s'amuse, on peut prolonger sa, comment dirais-je, j'allais dire prolonger sa longévité. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous aimez partager. Est-ce que on peut vous retrouver comme conférencière quelque part un jour ou l'autre? Oui, ça ne me dérangerait pas. Oui? Moi, j'adore discuter. OK. Bien, on prend note parce que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a autant d'années, la vision que vous avez et le courage que vous avez.
comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était un honneur de vous recevoir, Marie-Yvonne. Quand j'ai Merci commencé beaucoup. l'immobilier, je vous l'ai Oui. dit, j'ai commencé, moi, à travailler avec ma mère à l'époque. Puis déjà, nous autres, on était sur la Rive-Nord. On connaissait Marie-Yvonne Payne par sa façon de travailler. Donc, félicitations. Puis, j'ai bien pris note que vous êtes ouvert Oui. à donner des conférences. Oh, des conférences, mon Dieu, oui. Non, mais c'est sympa, je trouve, de pouvoir transmettre Oui. ce qu'on a, son savoir. Merci beaucoup. Merci de Marie-Yvonne. m'avoir invité. Je vous remercie énormément, puis c'était intéressant. Merci. Merci. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. En plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre vos expériences hypothécaires transparentes et gratifiantes. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveur et en couleur. Inspirés par l'art de vivre de cette région de nature exceptionnelle, leur menu se décline en autant de plats concoctés avec virtuosité par leur brigade de passionnés. Salades, pizzas, pâtes, grillades, poissons et succulents desserts, tous font la belle part aux ingrédients frais et sont présentés pour le plaisir des yeux. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.